Beaucoup de mal a été dit de l'épidémiologie ce matin, donc Mais pas voilà. encore de moi. Donc Sans vous, et pas sur vous. Donc à vous de jouer maintenant sur la stratégie du confinement territorialisé. merci beaucoup et puis merci bien sûr aux organisateurs de m'avoir invité. J'essaie de passer de moins en moins à la télévision, donc ça permet de soulager justement les gens à qui je parle en vrai et, et donc d'avoir un peu moins cet effet de saturation. Je vais vous présenter cette étude qu'on a fait avec quelques collègues de l'EHESP, mais aussi de l'INSERM et de l'Institut Pasteur sur cette stratégie de confinement territorialisé, ses apports et puis surtout ses limites. Alors, contrairement à beaucoup d'entre vous, j'ai le gros inconvénient d'être un quantitativiste et donc de voir les choses seulement par le prisme du nombre, ce qui fait que vous allez pouvoir avoir énormément de questions et de critiques à la fin de ce topo, justement lié à toutes ces limites. Mais donc je vous préviens d'emblée. Alors, la question qu'on s'est posée, et en fait, elle est partie de questions qu'on nous pose à nous, entre guillemets, modélisateurs en épidémiologie. C'est toutes ces questions sur l'impact des différentes mesures qui ont pu être prises au cours de cette épidémie, que ce soit la fermeture des écoles, que ce soit le port du masque, le couvre-feu, etc. On pourrait en parler en fait énormément entre nous, et je pourrais vous raconter toutes les discussions qu'il y a pu y avoir avant la mise en place de ces mesures, que ce soit entre nous ou que ce soit même avec des autorités de santé. Mais ce qui est compliqué, c'est que l'épidémiologie en temps de crise, en fait, ne peut pas forcément apporter toutes les réponses à ces questions. Et souvent, en fait, au moment présent, parce que les mesures n'ont jamais été testées, on n'a absolument aucune idée de l'impact qu'elles peuvent avoir, et donc on est obligé d'attendre qu'elles soient implémentées pour pouvoir en mesurer l'effet. Pendant le premier confinement, j'avais des journalistes qui m'appelaient quasiment tous les jours, plusieurs fois par jour, pour me demander quel était l'impact du confinement. Et je leur disais, tant que je ne le vois pas dans les courbes, moi je ne peux pas vous dire quel est l'impact ça va avoir ou ça peut avoir. Une fois que la courbe a arrêté de monter, on était sur le haut du plateau, et donc on me disait, c'est bon, la courbe a arrêté, donc quel est l'impact, etc. Attendez, il faut que une fois qu'on est en haut, il faut que ça redescende, etc. Donc, et ça, c'est quelque chose on attend beaucoup en fait des modèles. On aime beaucoup critiquer les modèles. C'est presque un sport, pas national, mais c'est normal, c'est normal. Mais on leur demande aussi beaucoup et parfois un peu trop. Et donc, quand on a voulu mesurer, donc parfois on est obligé d'attendre que les choses soient mises en place pour pouvoir en mesurer l'impact. Et c'est vrai que l'épidémiologie classique et toutes les études épidémiologiques qu'on utilise de façon assez courante ne peut pas forcément répondre à ce type de questions. On imagine assez bien que ce soit difficile de mettre en place une étude expérimentale, confiner la moitié des Français, je ne sais pas si la partie nord ou la partie sud, puis voir ce qui se passe sur l'autre partie et construire un contrefactuel de cette façon ne serait pas logistiquement faisable ni forcément très éthique. Et donc pour ça, on a besoin d'avoir recours à des modèles qui vont permettre, en fait, en se basant sur le présent, mais surtout sur le passé, donc sur ce qui a pu se passer, sur l'impact des mesures telles qu'elles ont eu lieu dans le passé, déjà de mesurer quel fut cet impact, et puis grâce à ces données et grâce à ces analyses, de regarder quel aurait pu être l'impact d'une autre mesure, d'un autre scénario, d'une autre situation. Et donc c'est ce qu'on a fait dans cette analyse, en reprenant la situation de la première vague de l'épidémie, que vous avez tous connue, je ne vais pas m'étendre trop dessus. Et les questions qu'on s'est posées, parce qu'encore une fois, on nous les a posées à un moment, et peut-être que vous les êtes posées à un moment aussi,
c'est est-ce qu'il avait vraiment été utile de confiner, est-ce qu'il était vraiment utile de confiner tout le monde au même moment, et c'est un breton, enfin un breton d'adoption, qui vous parle, Bretagne, où l'incidence est restée relativement faible, et lors de la première vague, voilà, les hôpitaux n'ont pas été débordés, au point que beaucoup de patients ont été transférés à Rennes et dans les alentours. Donc la question qu'on s'est posée, c'est ça. Est-ce qu'on n'aurait pas pu confiner les régions les unes après les autres, et puis quel aurait été l'impact éventuellement de confiner plus tôt ou plus tard? Alors là aussi, ça a été des questions des journalistes, de certains journaux un peu politisés, qui ont assez rapidement demandé, oui, mais si on avait confiné avant les élections, alors je ne sais plus si c'était municipal ou... je crois que c'était municipal. Voilà, en gros, combien les élections municipales ont coûté de vie, etc. Donc on n'a pas voulu répondre à cette question à ce moment-là, mais là vous allez avoir les réponses. Parce que c'est le passé maintenant. Donc voilà. Alors, comme je vous disais, et j'en suis désolé, on a eu besoin d'avoir recours à un modèle mathématique. Donc un modèle assez classique, compartimental, par âge. Donc imaginez toute la population répartie seulement dans des compartiments relativement homogènes. On fait quand même l'effort de stratifier par âge la population dans chacun de ces compartiments, et donc chaque individu peut soit être susceptible, exposé, infecté, hospitalisé, etc., avec des taux de transmission et qui correspondent à la maladie et qui permettent derrière de simuler la propagation, enfin en tout cas le développement de l'épidémie dans la population. Donc c'est forcément une approche très limitée, et c'est aussi l'enjeu des modèles. Enfin, l'objectif d'un modèle, c'est pas de reproduire la réalité, c'est plutôt d'essayer de la simplifier pour essayer de la comprendre au mieux, en tout cas d'en comprendre une partie. On a en plus de ça un modèle de la charge hospitalière, où une fois que les patients sont malades, hospitalisés, on simule leur parcours moyen, leur parcours de soins, pour avoir une idée de l'estimation de la charge pour l'hôpital. Donc encore une fois, c'est un prisme très réducteur de tout cela, mais bon, ça permet d'obtenir une estimation, enfin une quantification notamment du nombre de lits d'hospitalisation conventionnelle, de réanimation, et puis une estimation des décès, des années de vie perdues, des choses comme ça. Et puis on a défini des scénarios, des contrefactuels de confinement, donc qui n'avaient pas été observés, mais qu'on va pouvoir comparer à ce qu'on a observé. Parce qu'une fois que votre modèle simule l'épidémie, on peut changer les paramètres du modèle pour avoir différents scénarios. Et donc un scénario de confinement, notamment national, donc celui qu'on a connu, où toutes les régions sont confinées simultanément, mais en décalant la date de début une semaine avant ou une semaine après, enfin, ou même un peu plus pour l'après. Et puis voilà, avec différents paramètres de dynamique de l'épidémie. Et puis des scénarios de confinement régionalisé. Mais quand vous faites un scénario de confinement régionalisé, vous êtes obligé quand même de choisir le moment où vous allez confiner chacune des régions. Quel est l'événement déclencheur qui va vous permettre de dire, voilà, il faut confiner cette région. Et donc, on a pris deux hypothèses. La première hypothèse, c'est là encore basé sur ce qui s'est passé. On s'est dit, le confinement du 17 mars a été essentiellement mis en place parce que certaines régions commençaient à déborder, en particulier la région Grand Est, qui était vraiment très, très touchée. Donc on s'est dit, on va prendre l'incidence des hospitalisations journalières en région Grand Est comme le seuil de déclenchement du confinement. Donc dès qu'une région dans le modèle dépasse ce seuil, on la confine, parce que c'est ce qu'on a fait pour le Grand Est. Et puis deuxième scénario, la plus pragmatique, mais enfin plus hypothétique, c'est comme on a la dynamique de l'épidémie et qu'on a ensuite l'impact hospitalier, parce qu'on sait ce qui va se passer, dans le modèle en tout cas, on va confiner juste avant
que ça déborde, ce qui serait assez logique au final. On confine, alors justement que les capacités de réanimation telles qu'elles nous ont été communiquées débordent, sachant que ces capacités de réanimation, elles sont plus ou moins élastiques et que ça peut éventuellement se discuter. Mais en tout cas, les capacités qui ont été observées et qui ont été communiquées par les autorités. Et donc voilà, on a utilisé ces deux scénarios pour le confinement régionalisé. Si on regarde, alors, et pour chacun de ces scénarios, on a calculé un certain nombre d'indicateurs, essentiellement hospitaliers, jusqu'au 1er juillet pour avoir des éléments de comparaison, enfin 1er juillet 2020. Donc ça, c'est le résultat de base en fait, du modèle qui reproduit la réalité par région. Les points rouges, ce sont les nombres d'hospitalisations journalières, des admissions hospitalières, dans chacune des 12 régions. On n'a pas mis la Corse ici. J'espère qu'il n'y a pas de Corse dans l'Assemblée. Désolé, je vous communiquerai les résultats pour la Corse. Et donc on a estimé donc, les fameux R. Je ne vais pas vous répéter ce que c'est que le nombre de reproductions, le R. Chaque journaliste le sait maintenant, donc il le répète à longueur de journée. Donc les R avant confinement et les R après confinement qui permettent de reproduire ces dynamiques de confinement. Et une fois qu'on a ça, après, comme je vous dis, on peut jouer avec ces différents scénarios. Et là, ce que vous voyez sur ces différentes courbes, c'est sur les différents indicateurs d'admission hospitalière, d'admission en réanimation, de décès, d'années de vie perdues, d'années de vie ajustées sur la qualité perdue, et puis de nombre de lits de réanimation. Eh bien, l'impact différentiel qu'il y a à confiner plus tôt, donc c'est quand vous allez vers la gauche, ou confiner plus tard quand vous allez vers la droite. Et donc, de façon relativement triviale, on voit en tout cas le résultat du modèle qui est que quand on confine plus tard, il y a plus de cas. Quand on confine plus tôt, il y a moins de cas. C'est pas hyper étonnant a priori, mais enfin, ça vous paraît peut-être pas étonnant. Mais c'est étonnant pour le gouvernement et le ministre de la Santé, lorsque Le Monde a fait une analyse la semaine dernière, disant que si on avait confiné plus tôt, on aurait évité 15 000 morts. Visiblement, c'était étonnant. Mais ayant dit ça, l'autre information intéressante, c'est la forme de la courbe, et cette forme un peu exponentielle qui montre que qu'en fait, plus on confine tardivement, plus ça coûte, et qu'en fait, une semaine plus tard coûte plus qu'une semaine plus tôt ne rapporte. Bon, je vous laisse répéter ça dans votre tête, mais c'est ça l'idée. Bon, je ne vous lis pas les chiffres, mais vous avez ce que je viens de vous dire. Ah, et ouais, voilà. Je l'ai écrite même. Donc lorsqu'on confine ensuite chaque région séparément en fonction du seuil du Grand Est, on obtient ce type de résultat. Donc là vous avez les régions sur la gauche et vous avez donc le bout de la colonne horizontale, c'est le moment où on confine quand elle arrive au niveau du seuil du Grand Est. Et donc alors vous voyez pas forcément les pourcentages d'augmentation, mais ça va jusqu'à plus de 600 ou 700% d'augmentation sur les lits de réa. Et la ligne rouge, en fait, c'est le jour du dépassement de cette capacité de réanimation dans chacune des régions. Alors, dans certaines régions qui ont confiné très tôt ou qui ont un peu plus de capacité, ce dépassement est plus tardif. Mais néanmoins, toutes les régions dépassent leur capacité avant d'arriver au seuil du Grand Est. Donc, le seuil du Grand Est n'est pas forcément le meilleur seuil. Mais si on fait justement avec un seuil qui assure qu'on ne dépasse pas les capacités de réanimation, on pourra discuter si les capacités de réanimation, c'est vraiment le bon seuil au final. Et là, en fait, dans cette simulation, en fait, chaque région n'est jamais confinée plus tard que le moment où il faut la confiner pour éviter qu'elle dépasse ses capacités de réanimation. Et donc, ce que l'on voit,
c'est que, par exemple, il aurait fallu qu'en fait, toutes les régions, si je fais comme ça, attendez, je vais faire l'autre. Si je fais comme ça, donc toutes les régions, en fait, auraient été confinées au 27 mars, sauf la Bretagne, qui aurait pu être confinée le 2 avril. Mais progressivement, en fait, il aurait fallu confiner voilà, toutes ces régions à ces dates-là pour éviter qu'elles ne dépassent leur capacité de réanimation. Et donc certaines régions auraient pu être confinées un peu plus tardivement, mais au final, le 27 mars par rapport au 17 mars, le 27 mars, toutes les régions sauf une auraient été confinées en reprenant la dynamique de la première vague, qui était une dynamique très forte de l'épidémie. Et puis ce qu'il faut voir, c'est encore une fois, c'est quand vous ne confinez pas, eh bien, forcément, vous avez plus de cas, plus de morts, plus de consommation de ressources hospitalières. Et donc, tout ça, au final, a aussi un coût sanitaire. Et en particulier, avec une stratégie comme ça, à terme, c'est 95,6% des capacités de réanimation qui auraient été utilisées juste pour la Covid. Et donc, ça aurait aussi limité la capacité d'avoir ce coussin qui a été utilisé pour les transferts de patients pour éviter que certaines régions ne débordent, etc. Donc si je fais juste une rapide synthèse avant de conclure de ces résultats, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'une vague épidémique importante comme celle de la première vague de mars 2020 eh bien, se présente, le confinement régionalisé reporte en fait relativement peu le confinement national que l'on connaît, puisqu'il y a juste un décalage de 10 jours au final entre le confinement national et puis ce confinement territorialisé. Mais il conduit forcément à une plus forte mobilisation des ressources hospitalières, puisqu'on laisse l'épidémie se propager un peu plus longtemps. L'impact de ce confinement régionalisé, en fait, il dépend beaucoup de la dynamique de l'épidémie, donc du fameux R. Donc plus le R est important, eh bien plus on va rapidement devoir confiner toutes les régions, et plus le R est faible, moins c'est le cas. Et en l'occurrence, si certaines régions ont un nombre de reproductions inférieur à 1, il n'y a même pas forcément besoin de les confiner, en l'occurrence. Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on voudrait faire un confinement régionalisé? Et la réponse, c'est a priori parce que c'est forcément plus acceptable. Parce que, c'est potentiellement plus acceptable, notamment parce que c'est plus facile de se confiner, en tout cas d'accepter des mesures de confinement, en tout cas de restriction de nos libertés, si on voit que localement, il y a un risque pour nous ou pour nos proches. Et donc, avoir comme ça des mesures qui collent un peu mieux à la réalité du terrain, de ce qu'on vit, ça peut a priori être mieux accepté. Mais néanmoins, si on fait ça, il faut quand même penser à essayer de ralentir globalement l'épidémie pour limiter ce coût de cette implémentation progressive. Dans les limites, alors j'en cite que deux pour aller rapidement. La première, c'est que là, en fait, on compare le confinement à lui-même. Et donc, si un confinement plus tôt est plus efficace qu'un confinement plus tardif, on ne dit rien sur le type de confinement et sur son implémentation. Moi, je ne suis pas un fan du confinement, notamment encore moins du confinement de la première vague, qui, pour moi, était dans beaucoup de ses particularités, était un non-sens épidémiologique. Aller chasser les cueilleurs de champignons en forêt pour s'assurer qu'ils avaient une attestation, bon, ce n'était pas forcément justifié par la science. On n'avait pas repéré énormément de clusters de Covid-19 parmi les cueilleurs de champignons. Et pareil pour les randonneurs seuls sur les sentiers, etc. Donc,
Donc là encore, dans son implémentation, il y a certainement, enfin, il y a eu des choses, il y aurait eu des choses à redire et à revoir. Mais bon, moi, la mesure qui, pour moi, que moi j'étudie, c'est la réduction des contacts. Et dans nos modèles, c'est la réduction des contacts qui est la vraie mesure qui a un intérêt. Après, comment est-ce qu'on arrive à cette réduction des contacts? Ça, c'est une autre question. Et si on pouvait, si le gouvernement pouvait, voilà, faire un décret disant, voilà, j'impose 30% ou 30% de réduction des contacts à la population, et que chacun, bah, voilà, voit un peu moins ses amis, bah, d'un point de vue épidémiologique, ça pourrait marcher. Mais par contre, à contrôler et à mettre en place, c'est un autre problème. C'est bien pour ça que les épidémiologistes ne sont pas au gouvernement, parce que je pense que ça n'aurait pas beaucoup de sens. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'un confinement voilà, est plus précoce qu'il est forcément plus acceptable. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que plus vous confinez tôt, plus c'est efficace, d'un point de vue, en tout cas, mathématique, voilà, d'un point de vue modèle. Mais si vous confinez plus tôt, eh bien, la population va moins ressentir le risque et donc va potentiellement moins accepter le fait de se confiner. Alors que bah, si vous cassez l'épidémie avant qu'elle ne monte, avant qu'elle ne monte trop, bah, vous avez aussi moins à redescendre. Donc le confinement, ou en tout cas les mesures de contrôle, peuvent aussi être beaucoup plus courtes parce que la descente est moins longue. Mais bon. Et donc en conclusion, là encore une fois, mais je l'ai déjà dit, on parle de confinement ici parce que c'est ce qui s'est passé lors de la première vague, mais n'importe quelle autre mesure visant à réduire les contacts de la même façon aurait potentiellement le même effet, et les résultats que je vous ai présentés voilà, s'appliquent directement à ce type de mesures. Et puis loin d'être une défense du confinement à proprement parler, ce qu'on montre en fait dans cette étude, c'est surtout l'importance de contrôler rapidement une dynamique croissante de l'épidémie. Et donc pour pouvoir faire ça, on a besoin de suivre cette dynamique de l'épidémie, pour pouvoir être réactif, et puis surtout pour pouvoir avoir l'aval et la compréhension de la population vis-à-vis des mesures qui sont à prendre. Et enfin, peut-être dernière grosse limite, ici on ne mesure que le coût du délai, mais pas le bénéfice éventuel qu'il y aurait à contrôler l'épidémie plus tard. Et je ne sais pas s'il y en a, mais peut-être. Et en tout cas, ici, ce n'est pas mesuré. Je vous remercie. Merci. Mais finalement, vous ne nous avez pas dit s'il fallait les faire, ces élections municipales. Bah si, en fait, il y a un chiffre. Oui. Mais non, en fait, mais c'est ça aussi la question. C'est que moi, je vous dis combien ça a pu coûter en vie, mais je n'ai aucun moyen de vous dire si ça valait le coup ou pas. Et si c'est ça le coût de la démocratie, bah, peut-être que c'est le prix à payer. Mais ça, c'est pas à moi de le dire. Alors, après cette question à laquelle il est difficile de répondre, peut-être y a-t-il des questions plus techniques sur le modèle utilisé ou non? Peut-être pas, d'ailleurs. Marie. Je vais vous passer le micro comme ça m'évitera de répondre, de reprendre. Ah. Oui, oui. Sur notamment italienne et française sur
La première concernait le confinement régionalisé. Est-ce à dire que la région est bouclée et qu'on interrompt les communications interrégionales? Le deuxième concerne une possible, souhaitable, je ne sais pas, comparaison entre le confinement et d'autres mesures applicables. Et enfin, les eaux usées comme prédictives. Alors moi, j'ajoute à ça que ce qui m'a quand même un peu troublé même au cours de tous ces mois, c'est notre inaptitude collective, à part 15% de la population, d'avoir une pensée probabiliste et par ailleurs de ne pas comprendre qu'une épidémie, je ne sais plus qui avait dit ça, mais c'était très vrai et il y a longtemps qu'on le répète, on est toujours en retard d'une étape par rapport à la progression de l'épidémie réelle. Voilà, merci. Alors, merci pour ces questions. Donc, sur la première question du confinement, est-ce que c'est la région qui est confinée? Est-ce qu'on ferme Donc, effectivement, dans le modèle, oui. Et donc, ça pose la question, au final, de l'importance des flux interrégionaux dans la dynamique de l'épidémie. Et ces flux, effectivement, ils ne sont pas négligeables, mais ils ne sont pas négligeables au début, en fait. Au moment où il n'y a pas de virus et de circulation virale dans une région. Une fois que le virus est arrivé dans la région et circule, la dynamique épidémique, elle est liée au contact au sein de la région et elle est très peu liée au final au flux de personnes qui viennent ou qui repartent de la région. Donc dans la phase initiale d'ensemencement épidémique, effectivement, là il y a une vraie importance, un vrai rôle de ces flux interrégionaux. Dans la phase que nous on étudiait, où le virus est là, je pense que c'est un peu moins le cas et un peu moins nécessaire de le prendre en compte. Mais ça peut se discuter et en l'occurrence, je sais qu'il y a des choses en cours là-dessus, mais voilà. Et on voit ça aussi. Après, ça dépend de l'importance des flux, hein, bien sûr. Si vous avez, si la Bretagne devient une zone d'isolement des malades Covid, ou la Corse, tiens, on n'avait pas mis. Là, forcément, c'est un peu différent. Donc, non, dans le modèle, c'est pas pris en compte. Deuxième question sur est-ce qu'on peut comparer le confinement à autre chose? Alors aujourd'hui, oui, on peut, parce que maintenant, on a justement un peu plus de recul sur l'autre chose et les autres choses qu'on a pu mettre en place, même si ça reste encore difficile d'isoler l'impact propre d'une mesure par rapport à une autre, parce que c'est toujours des combinaisons de mesures qui ont été mises en place. Et donc typiquement, je peux vous évaluer l'impact du port du masque en extérieur. Voilà, ça c'est facile, il n'y en a pas. Mais ça, on le savait déjà avant. Mais par contre, on a maintenant des mesures un peu plus précises pour le confinement et pour le changement d'horaire, même des confinements. Et là, on n'y croyait pas. Mais en fait, si, a priori, il y a un impact, et un impact vraiment pas négligeable. Même le confinement à 21h ou à 18h, il y avait eu des essais et des mesures qui avaient été faites en Guyane française, ce qui avait été le premier territoire à justement avoir ce type de mesures. Et il y avait eu un impact, même si c'était difficile à savoir parce que la saison avançait aussi, et puis il y avait eu plusieurs essais. Mais donc en France, parce que les couvre-feux, par exemple, ont été mis en place à différents endroits, à différents moments, on a pu mesurer de l'ordre de 15 à 15, 20, 30% de réduction
des contacts et donc de réduction de la dynamique épidémique. Pareil pour les vacances scolaires, on sait que ça a un impact. Alors c'est pas forcément parce que les enfants vont plus à l'école, mais c'est aussi parce que c'est aussi parce que les parents gardent leurs enfants aussi ou vont pas travailler, etc. Donc il y a voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est l'école ou est-ce que c'est parce que les parents vont en vacances, c'est un peu difficile à dire. Mais voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on peut le faire, mais après tout dépend de ce qu'on appelle confinement. C'est vrai que le confinement de mars n'a pas forcément de sens. Enfin, c'est plus le confinement qui a été pris ensuite. Et puis d'ailleurs, est-ce que le terme confinement a encore du sens puisque l'idée, encore une fois, c'est pas de confiner les gens chez eux, c'est de réduire les contacts interindividuels, ou de les avoir plutôt à l'extérieur. Voilà. Donc c'est aussi normal que les choses changent au fil de l'eau et au fil de notre connaissance épidémique. Et dernière question sur les eaux usées. Alors oui, il y a beaucoup alors, il y a eu beaucoup de buzz aussi sur donc le réseau Aubépine, enfin buzz, pas du buzz, mais en tout cas il y a eu beaucoup d'intérêt sur ce réseau de surveillance des eaux usées, qui est sur le papier une excellente idée et qui donne des résultats relativement intéressants, même si ça reste un peu compliqué parce que en fait les eaux usées, c'est vrai que c'est un moyen direct, enfin a priori, d'avoir de l'information sur la présence du virus à un endroit. Et donc ça, pour ça, c'est intéressant. Mais ensuite, pour utiliser l'information, et notamment l'information quantitative sur la dynamique de l'épidémie et l'augmentation de cette présence, ça reste un peu compliqué. Enfin, en tout cas, parce qu'il suffit qu'il y ait une forte pluie, et ça dilue la quantité de virus. Et donc, voilà. Donc il y a beaucoup d'enjeux méthodologiques et qui sont certainement en train d'être résolus ou qui vont être résolus. Mais oui, c'est une source d'information intéressante et qu'on regarde et qui est utilisée par les autorités. Merci. Une dernière question, Jean-Marie Robin. Oui, merci pour votre présentation. Moi, je l'attendais avec grande impatience parce que la modélisation, ça m'intéresse énormément. Donc, merci. Vous avez quand même présenté une étude sur la modélisation du confinement. Et moi, je fais partie des gens, je sais qui se posent la question de est-ce qu'il fallait confiner ou pas confiner. J'ai montré différents profils. Je n'ai pas montré celui de la Suède, mais tout le monde connaît celui de la Suède. Est-ce qu'il aurait fallu confiner une semaine plus tôt, comme en Italie, une semaine plus tard, comme en Angleterre, pas confiner comme en Suède? Moi, je fais partie des gens qui se posent ces questions. Et donc, à vous écouter, il fallait confiner. J'aimerais comprendre, parce que ça, je n'ai pas compris encore, comment vous ajustez les paramètres de vos modèles. Comment vous êtes capable de déterminer sur quoi repose le fait que ce mot que vous êtes un peu critiqué, maintenant, confinement, finalement, on n'a plus trop l'air de savoir ce que c'est qu'un confinement. D'où vous tirez l'information qu'un confinement va faire passer le R de 1,3 à 0,74? On porte sur la modélisation du confinement, donc, et les expériences ou plus tard ou pas du tout. Et la question précise porte en fait sur l'ajustement des paramètres qui permettent de stabiliser le modèle. J'ai l'impression que la question est un peu plus large que ça. C'est sur. Ouais. Mais alors déjà, pourquoi est-ce qu'un confinement pourquoi est-ce que moi je critique un peu le terme confinement et pourquoi un confinement quand même fonctionne? Parce qu'en fait, l'objectif du confinement, c'est pas d'enfermer les gens chez eux, ou d'enfermer les gens, c'est de réduire les contacts. Et pourquoi réduire les contacts, ça a un impact sur l'épidémie? Parce que là, c'est une épidémie de maladies respiratoires qui va de personne à personne. Et donc, s'il y a moins de contacts interindividuels, il y a forcément moins de personnes potentiellement à infecter. Et donc, la théorie, entre guillemets, qui a amené
au confinement, c'était d'abord l'objectif de réduire les contacts. Ensuite, nous, comment est-ce que on applique ça dans nos modèles? C'est justement ça, en réduisant les contacts. Et on réduit les contacts jusqu'à point de reproduire la dynamique observée lors du confinement, notamment sur les hospitalisations, les cas, etc. Donc c'est comme ça qu'on peut évaluer quel a été le niveau de réduction des contacts lors du confinement, et c'est évalué. On a divisé par 3 à peu près, en tout cas les contacts, avec une mesure de confinement telle qu'on l'a vécu en mars. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que le confinement était forcément la seule mesure et la meilleure mesure. Encore une fois, l'objectif, c'était de réduire les contacts. Et ça, si vous réduisez les contacts, si vous allez vivre seul dans un chalet dans les Alpes, vous avez peu de chances de choper le coronavirus. Plus vous réduisez vos contacts, moins vous avez de chances d'être infecté ou d'infecter si vous êtes infecté. C'est ce que disait Hippocrate et Galien il y a quelque temps déjà, puisqu'il conseillait même en cas d'épidémie. Alors, excusez-moi Patrice, il faudrait éviter de mettre votre main en bas du micro. Voilà, merci, désolé. Il disait, la maxime, c'était partir tôt, le plus tôt possible de la ville, loin et longtemps. C'est-à-dire ce que nous avons tous fait en mars dernier, à condition d'avoir une résidence de campagne accueillante. Bon, merci beaucoup. On va passer au dernier orateur du jour, Benjamin Coria, qui va changer d'échelle. Et nous ramener vers une gestion des institutions internationales. Bien. Merci beaucoup. Je suis très content de recommencer une activité en présentiel, comme vous tous, j'imagine. La présentation que je vais faire... Benjamin, il faudrait bien coller votre micro à votre bouche, s'il vous plaît, ou le rapprocher. Merci. Donc, la présentation que je vais faire, c'est une recherche en cours sur les problèmes d'accès aux soins. Et en particulier, là, le focus, c'est sur l'accès au vaccin. Et je voudrais... Alors, je ne vais pas faire une révélation, hein, mais je voudrais rendre visible ce qui ne l'a pas été, à savoir que pendant qu'il y avait tout un discours sur il faut faire du vaccin un bien public mondial, c'est d'ailleurs pas fini, hein, on l'entend encore, hein. En fait, il y avait une machine en place, une machine qui venait des États-Unis et qui avait préparé exactement ce à quoi on assistait, c'est-à-dire des formes d'exclusion massive du vaccin, de l'essentiel de la population, et de réservation, si je peux dire, du vaccin à nous, toujours les mêmes, les gens des pays high income countries, on appelle ça, dans le vocabulaire des économistes de l'OCDE. Voilà, maintenant que j'ai délivré le message, je peux faire la présentation. J'aime bien commencer par la fin, comme ça les gens sont absolument sans surprise et ils peuvent se concentrer sur l'argumentation. Voilà. Alors, contexte de la recherche, en fait c'est des travaux qu'on mène, on est toute une équipe, sur la question des communs et la question de comment les communs permettent ou non l'accès aux soins. C'est pour ça d'ailleurs que cette question du bien public mondial nous a intéressés. Alors, dans une première phase, je vais passer vite, mais c'est pour vous dire qu'on ne débarque pas sur ce sujet, quoi, hein. Dans une première phase, on a étudié ce qui s'appelle le modèle DNDi. Pour ceux qui ne connaissent pas, DNDi, ça veut dire Drugs for Neglected Diseases Initiative, initiative pour les maladies négligées. C'est un groupe de gens qui est sorti de MSF, qui est sorti en toute intelligence, hein, pas du tout en conflit, hein, avec l'observation que
MSF, c'était très bien pour assurer l'accès aux médicaments pour des pandémies ou pour des zones de guerre ou pour des zones de catastrophe, quand il y avait des médicaments. Et qu'il y avait toute une série de situations, ce qu'on appelle les maladies négligées par l'industrie pharmaceutique, parce qu'il n'y a pas de rentabilité, mais qui touchent des dizaines de millions de personnes pour lesquelles il n'y avait pas de médicaments. Donc ils ont conçu une plateforme pour concevoir des médicaments sous la forme d'un commun. C'est une plateforme collaborative entre différentes institutions qui travaillent sur des molécules et créent des médicaments. Bon, leur grand succès, pour le moment, c'est une bithérapie contre la malaria qui fonctionne parfaitement et qui est vendue à prix coûtant. Donc, on a voulu poursuivre à propos du Covid sur qu'est-ce qui se mettait en place comme modèle de conception de médicaments, de vaccins et de distribution. Ce d'autant plus que nos amis de DNDi, en tout cas mes amis de DNDi, ont fabriqué une plateforme en Afrique qui s'appelle Anticov, Anti-Covid, et qui a pour but de non pas chercher des vaccins, mais de chercher des médicaments. Et des médicaments adaptés à l'Afrique, en tout cas aux pays pauvres. C'est-à-dire des médicaments qui devraient être prescrits, distribués au tout début de la maladie. Parce qu'après, en Afrique, il n'y a pas de réanimation, il n'y a pas d'oxygène disponible, donc c'est trop tard. Donc pour les soigner, il faut pouvoir donner les médicaments très tôt. Alors voilà, c'est dans ce contexte-là. Alors la question de recherche, c'était la suivante. Donc en avril 2020 est annoncée la constitution en très grande pompe de quelque chose qui s'est appelé la facilité COVAX, qui est présentée comme l'outil central pour accélérer la conception et la fabrication des vaccins et sa distribution équitable à travers le monde. Vous ne serez pas surpris de savoir que derrière la fondation COVAX, il y a notamment la fondation Gates, qui elle-même est derrière les fondations Gavi, CEPI, etc., toutes les choses qu'on appelle Global Health Entities et qui ont pris aujourd'hui, d'une certaine manière, la place de l'OMS. Et alors, évidemment, on explique à ce moment-là, notre président en tête, que le vaccin allait être, devait être, serait un bien public mondial, qui serait distribué par la fondation COVAX. Aujourd'hui, en mai 2001, il y a eu plus de 2 milliards de vaccins qui ont été acquis par un tout petit groupe de pays, et la fondation COVAX a distribué 88 millions de vaccins dans l'ensemble du reste de la planète. 88 millions de vaccins dans l'ensemble du reste de la planète, y compris avec la pandémie indienne, y compris avec la pandémie brésilienne, y compris avec la pandémie sud-africaine. Donc on s'est posé la question, que s'est-il passé, What happened, comme on dit. Et voilà, c'est la réponse que je vais essayer de vous donner. Alors la stratégie de recherche, je vais passer un peu plus vite, c'est en cours. C'est la méthode que moi j'aime bien, c'est une méthode dite de l'acupuncture. C'est-à-dire ça consiste à appuyer sur des points sensibles d'une question pour faire venir ce dont il s'agit. Alors les points sensibles ont été l'initiative COVAX elle-même et l'accélérateur ACTA. Alors ça c'est, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est l'OMS pleine de bonne volonté qui a mis en place un accélérateur, mais bon, il n'y a rien dedans. On a regardé, et on regarde toujours, 2 entreprises de production de vaccins. Exprès, on a pris des vaccins très différents. Moderna, parce que c'est l'ARN messager, et AstraZeneca, parce que c'est un adénovirus. Et donc un adénovaccin. Et puis, la plateforme Anticov de nos amis de DNDi. Voilà. Principal résultat, c'est le suivant. Donc, vous voyez, je commence par la fin, toujours. Au-delà de la multiplicité des proclamations, en fait, il y avait un modèle en place de lutte contre les pandémies. Ce modèle, il est né aux États-Unis et il s'est répandu sur la planète comme une traînée de poudre, si je peux dire. Et c'est ce modèle et ses caractéristiques propres qui expliquent
à la fois le fait que le vaccin est arrivé beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait. Hein, rappelez-vous, hein, on n'attendait pas du tout un vaccin aussi vite. Et le fait que ben voilà, l'essentiel de la population du monde en est exclu. Alors, très centraux du modèle, bon, ben c'est ce que je viens de dire. Il a été un formidable accélérateur dans la conception des moyens de traitement, et notamment du vaccin, mais aussi il est puissamment excluant. Alors maintenant, ce modèle, en quoi il consiste? Il a deux composantes qui se sont emboîtées, et on peut dire qu'ils se sont succédés historiquement. D'abord, depuis les années 80, s'est installé, à partir des États-Unis, un nouveau régime de propriété intellectuelle, notamment en matière de produits pharmaceutiques et de santé. Et alors ça, on le sait, ça a été documenté, il y a eu beaucoup de travaux. Ce qu'on sait moins, c'est qu'à partir de 2001, ce modèle a été complété par un arsenal visant la lutte contre la pandémie. Et ce qu'on ne sait moins, c'est que ce modèle il s'est mis en place après l'épisode de l'anthrax. Vous vous rappelez, enfin pour ceux d'entre vous qui voilà, n'ont pas 20 ans ou 25 ans, en 2001, il y a eu une crainte à l'anthrax et les États-Unis ont pris ça extrêmement au sérieux. Et ils ont développé un modèle de lutte qui était conçu contre le bioterrorisme, en vérité, et qui est devenu le modèle de lutte contre les pandémies. Et c'est celui qui s'est imposé. Donc, on passe maintenant brièvement, pardon, on passe au modèle lui-même. D'abord, quelques mots sur le cadre général, c'est-à-dire le changement de régime du modèle de propriété intellectuelle. Bon, alors là, c'est vraiment une armada, comme les Américains savent le faire. Hein. Alors, ça commence avec le Bayh-Dole Act, 1980, brevetabilité des recherches financées sur fonds publics. Ça veut dire qu'on va payer deux fois. Hein. Une fois comme citoyen, hein, à travers la recherche, et une deuxième fois comme consommateur, puisque cette recherche sur fonds publics est transférée à des entreprises privées, en priorité installées sur le territoire américain, dit la loi. L'OMC a été saisi à plusieurs reprises, n'a jamais été capable de se prononcer. Ensuite, on a eu l'arrêt Chakrabarty. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, c'est ce qui instaure la brevetabilité du vivant, et notamment la brevetabilité des gènes. Je crois qu'il n'y a rien de plus fondamental hein, que la structure élémentaire de la vie, comme elle est dans les gènes, eh ben c'est devenu brevetable, comme un bouchon de bouteille. Comme un bouchon de bouteille. Vous savez, les Américains, quand ils s'y mettent, ils ne plaisantent pas. Hein. Alors pourquoi ça? Parce qu'ils étaient très en avance là-dessus, et que donc, sur les biotech. Et donc, ils ont voulu s'assurer l'exclusivité du bénéfice de la recherche fondamentale. Après, ça n'a l'air de rien, mais c'est extrêmement important, on n'en serait pas là aujourd'hui. Réforme du Nasdaq. Le Nasdaq, c'est ce marché boursier pour les firmes innovantes. On a permis que sur le Nasdaq, puisse être introduite, donc que soit levé énormément d'argent pour des firmes déficitaires. Quand vous entrez en bourse, il faut avoir été bénéficiaire pendant 3 ou 5 années suivant les bourses. C'est la garantie donnée au public. On a fait une réforme du Nasdaq pour dire non. Même des firmes déficitaires, pourvu qu'elles aient des actifs immatériels, c'est-à-dire des brevets, dans la plupart des cas, alors elles peuvent lever de l'argent. Et l'ensemble des biotech qu'on a aujourd'hui, les grandes biotech en tout cas, c'est cette réforme du Nasdaq qui les a rendues possibles. Et puis, quatrième point, c'est les TRIPS, donc les accords sur la propriété intellectuelle liés au commerce, signés en 1994. Alors ça, c'est un coup de tonnerre hein, dans l'économie mondiale et dans la santé publique mondiale. On impose la brevetabilité des molécules à l'ensemble de la planète, alors que jusqu'à 1980, les pays pauvres pouvaient ne pas mettre de molécules, de brevets sur les molécules, fabriquer les génériques et soigner leur population. À partir de 1994, ça n'est plus possible. Tout ça est tout à fait fondamental, hein, vous comprenez bien, pour le traitement d'aujourd'hui. Hein, parce qu'un de nos problèmes fondamentaux, c'est la propriété intellectuelle sur les vaccins. Alors que, je vais y revenir, ils ont été financés jusqu'aux oreilles
par la puissance publique. Deuxième phase, donc, alors celle-là elle nous intéresse plus, ça c'est peut-être plus nouveau dans notre recherche, c'est l'installation d'un cadre de lutte contre le bioterrorisme qui va ensuite évoluer en cadre de lutte contre les pandémies. Alors, tout vient, je le répète, de 2001, les fameuses attaques à l'anthrax. 2001, c'est juste après la guerre en Irak. Hein. Bon. Et donc, on pensait que c'était Al-Qaïda, etc. En fait, ce qu'on a su, c'est des bureaucrates d'un laboratoire de recherche qui réglaient leurs comptes avec leurs supérieurs et qui ont fait circuler du virus de l'anthrax. Mais à l'époque, on ne le savait pas. Bon, en tout cas, les Américains ont eu la peur de leur vie, si je peux dire, et ont mis en place, ça commence en 2002 avec le BioShield, Bioterrorisme, etc. Act, pour mettre en place toute une infrastructure de financement de lutte contre le bioterrorisme, existant ou à venir. Et donc, une série d'entreprises ont été localisées, financées. On a commencé à stocker des vaccins, on a commencé à stocker des aiguilles, des seringues, du coton, enfin... je veux dire, c'est vraiment... c'est très important à comprendre. Hein. La logique qui est là derrière, c'est une logique de guerre. D'accord ? Bien. Et c'était destiné au bioterrorisme. Et il y a eu une fameuse loi PAPA, qui est Pandemic and All Hazard, etc., catastrophe, comment dire, qui est renouvelée pratiquement tous les 2-3 ans aux États-Unis et complétée et dotée d'argent, à laquelle on rallie des institutions à chaque fois différentes. Et comment dire, avec Katrina, l'histoire du cyclone, on a eu des épidémies très sérieuses en Louisiane. Et donc à ce moment-là, on a étendu la loi contre le bioterrorisme à la question des pandémies. Et c'est pour ça que c'est devenu all hazards, pas seulement le bioterrorisme, mais tout ce qui peut advenir en termes de pandémie liée par exemple à des cyclones. Hein. Moi, je ne comprenais pas pourquoi elle s'appelait all hazards, je ne sais pas quoi, etc. Bon, voilà l'explication. Alors, ça vise l'ensemble des CBRN, c'est-à-dire les menaces chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires. C'est très important, vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'est appuyé sur des lois successives. Installation de la BARDA. Alors ça, c'est le point clé. Hein. La BARDA, c'est le Biomedical Advanced R&D Activity, qui est une nouvelle agence qui va être dotée d'énormément d'argent. Et c'est la BARDA qui a fabriqué les vaccins, en vérité. Hein. On nous raconte toujours la même histoire. Hein. C'est dans un garage qu'on a fabriqué les microprocesseurs. Tu parles. On a fabriqué les microprocesseurs parce qu'on a inondé la Californie d'argent de l'appareil militaire américain. C'est pareil là. Hein. Il y a les héros hein, de Moderna, de Pfizer, etc. C'est pareil. Toute la recherche sur l'ARN messager... Merci de parler dans le microphone, hein, s'il vous plaît. Donc, toute la recherche sur l'ARN messager a été faite dans le public, transférée ensuite dans un certain nombre de biotech qui ont été couvertes d'argent par la BARDA. Et ça va se poursuivre jusqu'à l'OWS que personne connaît, opération Warp Speed de Donald Trump, hein, qui va rajouter tout d'un coup hein, une vingtaine de milliards de dollars sur les vaccins, parce qu'il savait qu'il jouait son élection là-dessus. Hein. Vous vous rappelez, il y avait tout un truc sur est-ce que le vaccin va arriver avant ou après les élections, et ça sera déterminant. En tout cas, de son côté, il a fait vraiment le maximum. Bon, malheureusement, c'est tronqué, mais enfin, il y a la référence, etc. C'est une petite idée des dépenses de la BARDA sur différents types de produits pharmaceutiques, et notamment de vaccins. Là, il y a une somme à 20 milliards de dollars. Les experts n'arrivent pas à évaluer la quantité d'argent. Mais en tout cas, 20 milliards de dollars, c'est considérable. Hein. Et quand, par exemple, Pfizer-BioNTech hein, dit « Nous, on n'a pas été financé au niveau de la R&D par... etc. » Parce que, je veux dire, enfin, voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais enfin, Les Échos a fait une grande interview du président de Pfizer en mettant en exergue qu'ils n'ont pas été financés. C'est pas vrai.
C'est pas vrai. Allez sur le site de BARDA. Les essais cliniques ont été financés à hauteur de 4 milliards de dollars par la BARDA pour Pfizer. C'est juste pas vrai. Simplement, il a dit, au niveau de la R&D, oui, ils n'en ont pratiquement pas fait de la R&D, parce que c'est essentiellement des essais cliniques. Bon, mais ça a son importance, vous comprenez, parce que après, qu'est-ce qu'on fait de la propriété intellectuelle quand le financement il est public? C'est pas pour rien que je dis ça. Hein. Bien, je continue. Alors, traits principaux de ce modèle américain. Un financement public massif pour la R&D, pour les essais cliniques, pour ce qu'on appelle Advanced Market Commitments, c'est-à-dire les engagements d'achat à l'avance en cas de délivrance de produits, pour la fabrication des produits de santé eux-mêmes. Très important, un allègement considérable des protocoles réglementaires. C'est-à-dire que normalement, il faut aller à la FDA, Federal Drug Administration, proposer des dossiers astronomiques pour avoir des habilitations phase par phase. Là, au fur et à mesure que les pharmas avaient des résultats, elles les transmettaient à la FDA au fur et à mesure, pas phase par phase. Et c'était validé, parce qu'il fallait aller très vite. Alors, c'est très important à comprendre, maintenant je pense que vous comprenez mieux, l'origine militaire de ce dispositif. Hein, c'était fait pour la guerre contre le bioterrorisme, et ça a servi pour les pandémies. Par certains côtés, c'est tout à fait positif, hein, mais je veux juste expliquer ça. Hein. C'est des dispositifs de guerre d'exception, conçus pour le terrorisme, pour le bioterrorisme, qui ont été utilisés par les États-Unis et la BARDA. Point central que beaucoup de gens ignorent, report des risques. Ça veut dire que les pharmas ont réussi à négocier que, en cas d'effet secondaire, le risque est couvert par l'État et pas par la pharma. Si bien que lorsque Pfizer a vendu des produits en Colombie et que la Colombie ont dit « Ok, on accepte nous aussi cette clause », on dit « Très bien, qu'est-ce que vous nous donnez en hypothèque en cas de problème ?» Donc ça va jusque-là, hein, ça va jusque-là. Ça veut dire qu'avec certains États que les pharmas considèrent comme pas fiables, elles prennent des biens en hypothèque avant de délivrer des vaccins. Alors, toujours dans la loi américaine, livraison exclusive aux donneurs d'ordre américains et, comme vous le savez, le cas échéant, interdiction d'exporter hors du territoire, non seulement les vaccins, mais tous les produits qui ont bénéficié d'un financement. Pourquoi c'est important, ça? Parce que ça dit quoi? Ça dit que quand l'État américain veut peser, hein, par exemple sur l'interdiction d'exporter, etc., il peut. Hein. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il avait voulu peser sur le partage de la propriété intellectuelle, il pouvait. Hein. Il pouvait. Hein. C'est un choix. C'est un choix. OK. Alors, effets et conséquences. Donc, on a eu une disponibilité du vaccin beaucoup plus rapide que prévu, y compris, je répète, parce que la FDA a donné des autorisations presque en temps réel sur les différentes phases de la recherche. Comment dire, on a formidablement renforcé le pouvoir des pharmas. Aucune condition de partage de la propriété intellectuelle, hein, alors qu'elles ont été financées et qu'on a transféré toutes sortes de brevets sur l'ARN. Aucune condition sur les prix. Vous ne vous rendez pas compte, enfin, sauf ceux qui travaillent un peu sur ces sujets, mais les prix des Pfizer et les prix des Moderna, c'est des prix mais astronomiques. 30 € parce qu'il faut 2 doses. Hein. 30 € pour un vaccin, ça n'existe pas. Je veux dire, on n'a jamais vu ça. Hein. Et c'est rendu possible par ces conditions de guerre particulières. Voilà. Donc, aucune condition de prix, règle de non-transparence imposée par les pharmas. À un moment, certains journaux ont publié les contrats. Je me suis précipité dessus. C'est totalement illisible. Je veux dire, les 3/4 sont biffés en noir hein, et vous ne savez absolument pas qu'est-ce qui a été contracté. Mais c'est votre santé, c'est la mienne. On ne sait pas ce qui est contracté. On ne sait pas. On ne sait pas. Enfin voilà, moi, vous avez compris que je suis assez remonté. Donc, ça a été pratiqué aux États-Unis. Puis quand les pharmas sont arrivés pour négocier avec l'Union européenne, elles ont dit, mais on a un modèle hein, de négociation. Hein, où vous prenez ça, ou vous allez, en gros, voir ailleurs. Et les pharmas et l'Europe
à signer le même type de contrat parce qu'ils n'avaient pas le choix. Sinon, ils n'avaient pas les vaccins. Et c'est aussi pour la raison pour laquelle nos députés européens n'ont pu consulter les contrats que sans portable pendant 20 minutes maximum avec interdiction de lire ce qu'il y avait dedans. On est sur une autre planète, là, je veux dire. Bon, je continue. Voilà, alors maintenant vous comprenez l'effet COVAX. Le COVAX, bien public mondial, etc., c'était pour la galerie. Tout s'est joué absolument ailleurs et différemment. Et le point important, c'est que ce qu'on appelait le nationalisme vaccinal, c'est-à-dire la guerre pour obtenir des vaccins, à laquelle on a insisté, eh ben, à partir du moment où les pharma avaient la propriété intellectuelle exclusive, avaient donc l'exclusivité de décider si elles investissaient ou pas, où, quand, comment, etc., puisque rien de tout ça n'a été négocié, sauf dans le cas des États-Unis. Ce qui a été négocié, c'est que ce qui était produit aux États-Unis, ça ne sortait pas des États-Unis. Bien. À partir de ce moment-là, forcément, bien sûr, on a créé de la rareté, en partie artificielle, qui a permis à la fois les prix et l'exclusion. Allez, j'ai pratiquement fini. on conclut. C'est mon dernier transparent. Allez, bravo. Alors, pour conclure, existe-t-il a way out of it, comme on dit en anglais? Est-ce qu'on peut sortir de là? La réponse est oui. La réponse est oui. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a différents linéaments pour construire un autre modèle. Et d'ailleurs, c'est une partie de notre recherche, c'est de dire à quelles conditions le vaccin peut devenir, non pas un bien public mondial, parce que ça, on voit que c'est ça ou rien, c'est pareil, mais devenir un commun mondial ou un commun global. Alors, les linéaments, c'est quoi? C'est que on a des plateformes collaboratives de recherche, c'est le cas d'Antikov, mais on peut en faire d'autres. Moi, je rêverais, en tant que chercheur public, qu'on me mobilise pour dire travaillez dans une plateforme collaborative 20% de votre temps en temps d'épidémie. Ça ne me paraît pas. Je veux dire, on demanderait à des gens de l'INSERM, à des gens du CNRS, à des gens des instituts publics de travailler sur des plateformes collaboratives. Je pense qu'on ne se tromperait pas beaucoup. Waiver, levée temporaire des brevets, comme vous l'avez entendu, même Biden l'avait proposé, et c'est l'Union européenne qui a fermé la porte. C'est l'Union européenne qui a fermé la porte. Bien. Fixation des prix en coste plus, parce que moi je ne veux pas affamer les pharma. Je veux dire, si elles travaillent, elles produisent, etc., qu'elles fassent un profit, pas de souci. Le problème, c'est que ça ne soit pas des prix qui soient excluants pour l'ensemble de la planète, en tout cas pour la majorité de la planète. Bon, donc des prix, ce qu'on appelle des économistes en cost plus, c'est-à-dire coût de production plus une marge, il n'y a pas de souci. Bon. Et ça existe déjà, c'est le cas d'AstraZeneca. AstraZeneca vend à cost plus. Le vaccin AstraZeneca, il est vendu $2. Il n'est pas vendu $32. Bon. Enfin, on peut démultiplier localement les capacités de production. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais aussi bien en Inde, avec le Serum Institute, qu'en Afrique du Sud, qu'au Brésil, avec la fondation Fiocruz, il y a les capacités pour produire les vaccins. Donc, si on libère de la propriété intellectuelle, il y a les capacités. Voilà. Donc, il y a une possibilité de faire du vaccin un commun global, sur des règles que la communauté internationale et surtout les acteurs, parce qu'à la limite, on peut se passer de la communauté internationale, à la limite que les acteurs peuvent fabriquer, et dans ce cas-là, évidemment, on serait dans une situation assez différente. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Bien, alors, les taux des pharma vous inspirent? Quelles questions? Oui. Moi, je me demandais ce que vous pensez de l'information qui est sortie autour d'AstraZeneca et des effets secondaires d'AstraZeneca, de ce vaccin-là comparé aux autres. Oui. Alors, écoutez, je ne sais pas trop quoi vous dire, parce que là, je pense qu'il faut... Pardon. Je ne sais pas trop quoi vous dire, parce que je pense qu'il faudrait que des gens qui sont des biologistes et des virologues s'expriment, ce que je ne suis absolument pas. Ce que je sais, c'est que
une grosse partie des problèmes d'AstraZeneca, c'est la confusion des autorités publiques. Hein. En France, par exemple, hein, AstraZeneca, on a commencé par nous dire c'est réservé aux plus de 60 ans, hein, vous vous souvenez. Et puis après, il y a eu quelques cas de thrombose. On a dit non, surtout pas, c'est réservé pour... Bon, ça, c'est la France et c'est un certain nombre de pays européens. En Angleterre, ils sont tous vaccinés à AstraZeneca et ils étaient tous sortis de l'épidémie. Là, c'est un peu en train de changer avec l'histoire du variant Delta. Donc, je veux dire, il faut examiner les choses. Donc, je ne peux pas vous répondre. Mais je pense, parce que je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais AstraZeneca, c'est directement issu de la recherche publique, c'est Oxford, hein, et c'est un accord avec AstraZeneca pour fabriquer et commercialiser. Et l'accord était qu'il leur donnait leur brevet qu'à la condition que ça soit du cost plus, hein, au moins pendant la durée de l'épidémie. Voilà. Alors, j'aurais tendance à penser, puisque vous me posez la question, je vais y répondre tout à fait franchement, j'aurais tendance à penser que un certain nombre d'autres pharma et d'autres acteurs n'ont pas vu d'un très bon œil un vaccin vendu $2 et susceptible d'être produit dans plein d'endroits du monde. Bon. Pour autant, est-ce que par rapport à l'ensemble des variants, etc., AstraZeneca est capable de répondre? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais je crois qu'on ne lui a pas facilité la vie. Voilà, je réponds à votre question. Allez, une dernière question avant de nous quitter pour ce soir. Non? Bon. Bah écoutez, premier... Ah si, pardon, Luc Berlivet. Oui. Oui. Par exemple, le fait que la raison pour laquelle le vaccin était d'abord avec indication pour une classe d'âge inférieure à 60 ans, ça renvoyait aussi peut-être au fait que la manière dont les groupes avaient été constitués était peut-être un peu... Enfin, on peut poser des questions à des biostatisticiens qui travaillent Oui. plus nécessairement pour Pfizer ou Oui, oui. Moderna. Oui, non, mais je confirme tout à fait. Hein, je confirme tout à fait. Je pense que dans le cas d'AstraZeneca, les points que vous soulevez, à savoir la manière dont ont été faits un certain nombre d'essais cliniques, en tout cas ceux de la toute première génération, bon, ainsi que d'autres questions, le choix du laboratoire avec lequel ils ont travaillé, n'a pas été idéal. Hein, je suis parfaitement d'accord avec vous. Et encore une fois, il y a des questions de biologie, de virologie, etc., auxquelles moi, je ne sais pas répondre. Hein, ça, c'est clair. Mais par exemple, sur les indications, ça, c'est une décision des autorités sanitaires. Ce n'est pas eux qui décident ça. Hein, bon. Donc... voilà, mais je ne suis pas du tout en train de dire que c'est un vaccin génial, parfait, machin et tout. Non, je dis qu'il y a des cas dans lesquels on est capable de le faire et de le vendre $2. Voilà, c'est tout. Parfait, merci beaucoup. Bien, bah écoutez, belle journée, je crois, avec pas mal d'exposés très intéressants, certains étant encore reflétant des enquêtes en cours, bien sûr, mais très prometteuses et montrant à la fois que les SHS se sont vraiment mobilisés et qu'elles ont beaucoup à apporter à un débat qui est un débat de société, en fait, et de manière dont une société peut se protéger ou répondre à une grande épidémie alors qu'elle pensait ne plus avoir à se mobiliser sur ce genre de sujet, dans sa grande majorité. Voilà, à demain. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.